En mai 2025, un crime a été filmé en direct sur TikTok devant plus de 15 000 personnes. Depuis lors, plusieurs choses étranges se sont liées. Dans ce cas, des éléments qui, pris isolément, pourraient sembler n'être que des coïncidences, mais qui, ensemble, forment une chaîne difficile à ignorer. On lui a demandé de rester pendant le live, car un cadeau arrivait. D'autres cadeaux étaient déjà arrivés et continuèrent d'arriver. C'était insolite et étrange. La victime a dit qu'elle avait peur, elle l'a dit en regardant la caméra. Quelques minutes plus tard, le crime et le direct coupé par ceux qui étaient là avec. Genre, ça s'est éteint comme si ce n'était rien. Je suis Marcos Campos. Cette affaire se passe au Mexique et il semble qu'un obstacle empêche la fermeture naturelle des maillons de cette chaîne criminelle. Pour suivre des affaires réelles en détail, abonnez-vous, plusieurs épisodes chaque semaine. Si vous le pouvez, devenez membre. Sinon, laissez simplement un like et un commentaire. Cela aide déjà beaucoup, même si ce n'est qu'un emoji. Message des données. Passons aux faits. Valeria Marquez est née le 14 février 2002 à Jalisco, Mexique. Aînée de deux frères et sœurs, elle a passé une grande partie de son enfance chez ses grands-parents. Ceux qui ont connu Valeria la décrivent toujours comme une fille joyeuse, communicative et affectueuse qui remplit l'espace. Elle aimait être proche de sa famille, surtout de ses cousines, et tenait à montrer toute l'affection possible. Cette facilité à se connecter avec les gens lui a rapidement ouvert des portes. À 16 ans, Valeria commençait déjà à travailler comme mannequin et en 2018, elle a été choisie pour des campagnes de marques mexicaines. Ensuite, il y a eu des collaborations avec des bijouteries, tout cela à Guadalajara, dans son pays natal. À la même époque, Valeria a partagé son quotidien sur les réseaux sociaux. Photos, coulisses, routines, et son public a grandi. En 2021, elle a été mannequin de robe de débutante pour Fashion 15. La même année, elle a remporté le titre de Miss Rostro, un tournant dans sa carrière. Dès lors, Valeria est apparue plus souvent dans des campagnes locales, vitrines et boutiques. Et en même temps, elle consolidait son image d'influenceuse sur les réseaux sociaux. Son public était surtout de jeunes femmes. Là-bas, à Jalisco, elle parlait de maquillage, de soins personnels, de mode, mais à sa façon. Avec son charisme, avec le temps, Valeria a trouvé son style. Elle mélangeait l'esthétique moderne avec des éléments traditionnels de la culture mexicaine. Les marques ont alors commencé à la solliciter davantage. Les réseaux sociaux permettaient aussi d'afficher une vie confortable. Après tout, elle avait déjà acquis un certain statut d'influenceuse digitale et par conséquent, sa vie s'est améliorée. Elle faisait désormais des voyages en avion privé et des sorties artistiques. Tout cela faisait partie de l'image qu'elle a commencé à construire d'elle-même. En 2023, Valeria a investi dans des cours de design de sourcils. C'est alors que l'idée de créer sa propre entreprise a émergé. En 2024, elle a franchi une étape clé, ouvrir son salon de beauté, le Blusson The Beauty Lounge. L'espace était situé dans un centre commercial de la colonie Real del Carmen à Zapopan. En 2025, Valeria avait déjà plus de 223 000 abonnés sur Instagram et 100 000 sur TikTok. Elle diffusait presque chaque jour, souvent depuis son salon. Elle abordait l'esthétique, la mode, les soins personnels et offrait aussi des formations sur les traitements non invasifs. Tout semblait parfaitement en place dans sa vie, exactement comme elle l'avait planifié depuis son adolescence. Au cours des premiers mois de 2025, Valeria a commencé à s'ouvrir davantage aux personnes qui la côtoyaient de près. Elle parlait travail et vie privée. Elle a évoqué la fin de sa relation et les menaces de son ex-petite amie, malgré la complexité de cette histoire. Elle disait rêver encore de mariage, mais qu'à ce moment-là, elle était déçue par l'amour. Lors d'un live, elle a avoué avoir déjà été trompée dans ses anciennes relations. Elle commençait à perdre espoir de trouver quelqu'un qui la respecterait vraiment. Elle a aussi évoqué une dispute avec une amie proche et sa relation compliquée avec son père.
Les gars, tous ces points que je ne fais qu'effleurer ici pour vous, n'est-ce pas? Par exemple, un soi-disant petit ami qui la menaçait, une déception amoureuse, n'est-ce pas? Elle refusait de se marier car déçue par l'amour. Dispute avec une amie, relation supposée un peu compliquée, tumultueuse avec le père. Tout cela est évoqué et reste à la surface, tu vois? Rien n'est approfondi. Même si ce ne sont que de petits points comme vaisselle, c'est drôle sur notre tableau d'enquête. Après avoir tout raconté, je vous demande, gardez cela en tête pour qu'on retrouve le fil de cette affaire. Regardez, un rêve revenait souvent dans les conversations de Valéria, étudier l'odontologie. Valéria avait entamé quelques matières auparavant, mais a quitté l'université pour se consacrer à son entreprise déjà florissante. Elle disait vouloir le reprendre plus tard. Un avenir que, malheureusement, n'est jamais arrivé. Le jour du crime. Le 13 mai 2025 après-midi, Valéria a posté un selfie dans son salon, apprêtée en body rose et pantalon blanc. Elle a aussi promu les services de son salon, le Blossom Beauty Lounge. Tout paraissait parfaitement normal, comme à son habitude. Valéria a quitté le salon ce jour-là, et c'est alors qu'un événement étrange s'est produit. Un homme est entré sur place en demandant après elle. C'est Erika, son employé du salon, qui l'a reçu. Le livreur avait l'air un peu confus à ce moment-là. Erika a proposé de réceptionner un colis au nom de sa patronne. Mais le livreur a refusé. Il a dit qu'il devait remettre le colis en main propre. Erika a insisté, elle a assuré qu'elle s'occuperait bien du colis et tout ça. L'homme a demandé quand Valéria reviendrait, puis est parti sans rien laisser. Plus tard, donc, Erika dirait que le soi-disant cadeau était dans un sac, un grand sac là, avec quelques étoiles dessus. Elle n'a pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur de ce paquet. À ce sujet, l'enquête dira plus tard que c'était là qu'une arme était dissimulée. Peu de temps après, Valéria est retournée dans le salon et a lancé un live sur son TikTok, quelque chose de routinier aussi, qu'elle faisait toujours. Lors de ce live, elle a dit qu'Erika avait commenté sur ce sujet. Plus tôt dans le salon, un livreur est arrivé avec un gros paquet, le cadeau, mais il a refusé de le lui remettre, peut-être que c'était très important. Précieux, je ne sais pas quoi, elle a raconté tout ça à Valéria, qui l'a dit à ses abonnés lors du live. Valéria semblait déjà un peu inquiète, tu vois, comme si elle savait qu'il se passait quelque chose. Puis, face à la caméra, elle a dit « Je crois qu'on va m'assassiner ». Quelques minutes plus tard, elle a déclaré « Je vais partir, je me suis enfoncée ». Elle a même demandé à ses abonnés s'ils pensaient qu'elle risquait d'être enlevée. Ainsi, vers 6h30 du soir, un homme est arrivé en moto au salon, a demandé Valéria et a fait une livraison. C'était quelque chose à consommer. Certaines sources disent que c'était un café de Starbucks, quelque chose comme ça. Peu après, un autre livreur est venu, remettant cette fois une peluche à Valéria. Elle a encore commenté en direct à quel point tout cela lui paraissait étrange. Elle a répété qu'il valait mieux partir, je ne sais pas, comme ça, ici. En connaissant les faits, comme je l'ai dit, tous très superficiels dans ce cas-ci. En les connaissant, on dirait qu'elle savait ou pressentait quelque chose. Peut-être bien. Sauf que, pendant que tout ça se passait, elle échangeait des messages avec une amie à elle, là sur le chat, pendant le live et tout, et selon les abonnés qui suivaient le live, cette fameuse amie, Viviane, insistait pour que Valérie reste dans le salon, parce qu'elle avait envoyé un cadeau et voulait voir la tête de son amie quand ce cadeau arriverait. On pouvait même entendre Valérie, visiblement nerveuse, dire « Elle veut que j'attende, elle dit qu'elle veut voir ma tête. » Vite, je dois y aller. Quelques minutes plus tard, un autre livreur arrive, le troisième, déjà pendant cette période-là. Valéria coupe le micro de la diffusion en direct. À ce moment-là, elle tient l'ours en peluche dans ses mains et détourne le regard de la caméra. L'homme tire 2 fois sur elle, une balle dans l'abdomen et une dans la tête. Les spectateurs ont vu Valéria se faire tuer en direct. Elle a mis ses mains sur la poitrine, le ventre, puis est tombée de sa chaise. Après, Erika, l'employée, s'est approchée du téléphone. Et tout simplement, a mis fin au direct à ce moment-là, une attitude qui a attiré l'attention des gens à ce moment-là. Il y avait là quelque chose d'étrange, non? Pourquoi? Genre, il venait de recevoir 2 balles. Le gars était là sans peur. Genre, non? Peut-être une réaction? Le plus courant serait de crier, fuir, oublier le live? Non.
L'attitude a été d'y aller, de prendre et éteint. Voyons ce qui se passe ensuite. Mais je ne dis rien, c'est ça. C'est à ceux qui doivent voir. C'est à cause de la police, non? Dis-moi dans les commentaires en BSDZ. Ça te paraît normal? Ça ne semble pas un peu froid? Les secours sont arrivés après ça, mais Valeria avait déjà perdu la vie. Répercussions, enquête et théorie. La nouvelle, bien sûr, s'est répandue en quelques minutes, n'est-ce pas? Comme dit le vieux proverbe, les mauvaises nouvelles vont vite. Pas seulement à cause de Valeria, mais aussi pour d'autres raisons évidentes, non? Tout cela a été diffusé en direct. Des dizaines de personnes étaient là. Des milliers, n'est-ce pas? 15 000 personnes. Tout le monde assistait en temps réel à ce crime. Peu après, la vidéo s'est propagée sur tous les réseaux, partagée, téléchargée. Tu vois ce genre de personnes charognardes? Jusqu'à ce qu'elle soit supprimée pour violation évidente des règles de toutes les plateformes, n'est-ce pas? La réaction fut immédiate. Indignation, révolte, émotion et spéculation. Peu après, le compte TikTok de Valeria a été désactivé et l'autopsie a confirmé l'évidence. Valeria était morte de 2 blessures par arme à feu. Pendant ce temps, la police a commencé à rechercher l'homme qui s'était fait passer pour un faux livreur. Aucune piste officielle d'enquête n'a été annoncée à ce premier moment, mais dès les premières heures, une hypothèse a commencé à prendre de l'ampleur. La manière dont le crime a été commis était frappante. L'agresseur est entré, a demandé Valeria, confirmé son identité puis tiré à bout portant. Aucune discussion ni hésitation, la fuite a été rapide. Cela renforce donc l'impression que ce n'était pas un acte impulsif dû à une dispute passagère, mais quelque chose de planifié. En plus, avec tout ce qui s'est passé ce jour-là, la journée était déjà étrange, non? Il y avait aussi un autre détail à ne pas ignorer. Le crime a eu lieu à Jalisco, un État mexicain réputé comme berceau d'une des organisations criminelles les plus redoutées. Les attaques perpétrées par des hommes à moto faisaient déjà partie de la routine violente locale. Après l'assassinat, la presse a évoqué le nom de Ricardo Ruiz Velasco, alias WIP RIC. C'est pour compléter l'information. C'est là qu'est apparue cette question du crime organisé et tout ça, qui est très courant, ce type de crime là-bas. Disons que je ne sais pas si c'était une piste officielle, mais faute de mieux. Claire, à ce moment-là, il semble qu'on penche toujours vers élémentaire. Peut-être, non? Parce que c'est comme ça, puisque ça fait partie de leur routine là-bas. Malheureusement, alors c'était pour ça. Mais quand le nom de cette personne apparaît, certains des éléments dans l'enquête commencent à se relier. Pourquoi? Selon des reportages, cet homme serait un tueur à gages du crime organisé. Chef du groupe élite impliqué dans des assassinats de personnalités influentes depuis plus de 10 ans. Il restait à élucider certains points. C'est pourquoi tu es Valeria, influenceuse. Elle était en pleine ascension. Je ne sais pas, c'est pourquoi j'ai dit que tout est superficiel. J'ignore les détails de sa vie privée, avec qui elle traînait ou s'il y avait des problèmes cachés. Enfin, je sais que certains rapports, y compris américains, montraient que cet homme travaillait aussi dans la propagande d'une organisation criminelle. Son nom était déjà apparu dans des enquêtes sur des attaques contre des policiers et sur l'assassinat d'un secrétaire d'État de Jalisco. C'était en 2013. Il était aussi mentionné dans une ancienne affaire, l'assassinat d'un mannequin vénézuélien survenu plus de 10 ans plus tôt. C'est pour ça que j'ai dit que certains éléments sont liés. N'est-ce pas ça? Il y a des similitudes, tout ça. Ce nom est apparu parce que certaines rumeurs disaient que, soi-disant, cet homme Velasco aurait eu une relation avec Valeria quelques mois avant sa mort. Alors, est-ce que quelque chose aurait pu se passer pour que ça aboutisse à ça? Malgré cela, le parquet de Jalisco a nié tout lien entre Velasco et le crime. Il a affirmé qu'il ne faisait même pas partie de l'enquête. La théorie du cartel continuait de se répandre. Ici, on comprend que c'était en fait les théoriciens d'Internet qui diffusaient tout cela. Moi, honnêtement, par ignorance, je ne pensais pas que c'était vraiment une affaire criminelle. Pour être honnête, d'accord, il y a cette rumeur qu'elle est sortie avec le gars, mais pourquoi n'est-ce pas? Comme ça, je ne sais pas si c'est à cause du gars du crime. D'un si haut rang, prendre un tel risque de se planter. Qu'a donc fait cette fille, mec? Enfin, non? Tout cela, c'est à la police d'examiner, non? Mais genre... Ouais, moi je ne sais pas, il y a toute cette question de l'ascension, tu vois?
On sait aussi que dans ce milieu d'influenceurs numériques, les gens peuvent aussi avancer par eux-mêmes, tu vois? Je réfléchis à voix haute. Ça pourrait avoir un lien, non? Cela me rappelle ce que j'ai dit sur le voyage et l'avion privé. Mais je ne sais pas si elle aurait agi ou juste traîné dans un salon. Avoir son propre business n'a pas trop de sens au début, hein, non? À explorer des théories plus profondes liées au crime organisé. Je ne sais pas, mais dites-moi dans les commentaires si vous pensez comme ça aussi. Une chose est sûre, les gars, ce bruit, hein, d'essayer de tout mettre sur le dos du crime organisé serait très pratique pour toute autre possibilité réelle de commission de ce crime. Vous êtes d'accord? Autrement dit, si c'était une autre personne pas liée au crime, bordel, tout le monde regarde là-bas et moi je suis inaperçu ici, tu es d'accord? Dans les jours suivants, les autorités ont aussi estimé qu'il n'y avait aucune preuve que l'assassinat avait été commandité par une organisation criminelle. Ce qui est bizarre, c'est qu'aucun suspect n'était sur le radar de l'enquête jusqu'alors. Mais certains éléments sont apparus. Ce truc qu'aucun suspect ne figure, c'est vraiment trop bizarre, non? Parce que, soyons honnêtes, hein les gars, il restait des pistes, hein, non? D'autres éléments ont circulé, d'anciens messages attribués à Valeria. Dans ces messages, la jeune femme affirmait que si un malheur lui arrivait, un ex-compagnon serait responsable, relançant ainsi les spéculations existantes. Pendant ce temps, des analyses externes ont aidé. Ont attisé le feu, vous voyez? Méfiance. Certains rapports indiquaient que Zapopan, l'endroit où le crime a eu lieu, malgré son apparence de quartier sûr et luxueux, était l'une des régions les plus violentes de l'État. Centres commerciaux. De luxe, sécurité privée, rues entretenues, mais des fusillades et exécutions y avaient toujours lieu. Mais c'est toujours la même chose, n'est-ce pas? C'est plus de la même chose, parce que il n'y a rien pour raccrocher ça. Jalisco est l'un des États les plus touchés par le narcotrafic au Mexique. Des milliers de personnes disparaissent là-bas, surtout ces dernières années, et la plupart des homicides restent non résolus. Dans ce contexte, beaucoup ont pensé que l'assassin croyait rester impuni. En juin, les autorités américaines ont de nouveau mentionné ce Velasco. Cela s'est produit lorsqu'ils ont sanctionné les chefs du cartel pour des crimes violents. La famille de la jeune femme n'a commenté aucune théorie et n'a parlé publiquement que lors de ses funérailles. Le grand-père de Valeria a confié aux caméras qu'il n'avait d'abord pas été informé du décès de sa petite fille. Il croyait à un accident et, interrogé sur ses espoirs, il a répondu une seule chose: Justice. Une tante de la jeune femme a déclaré à la presse que la vidéo montrait clairement que plusieurs personnes pourraient être impliquées dans l'homicide. Et elle a suggéré que l'enquête devrait examiner de près toutes les personnes qui étaient avec Valeria dans ces derniers instants. Genre, la tante a dit: enquêter sur le basique, bon sang. C'est pour ça que j'ai dit que cette hypothèse de l'implication du crime organisé était trop commode pour écarter d'autres possibilités. Peu après, le parquet a confirmé que Valeria avait été tuée par un tueur à gages. C'est-à-dire un tueur à gages, l'attaque ayant été vue comme un crime commandité. Selon les autorités, le tireur n'a pas prononcé un mot. Il a simplement confirmé le nom de la victime, l'a exécutée et a quitté le salon. Mais voici un autre élément insolite de cette affaire. Environ une semaine après le crime, un bouquet de roses a été déposé devant le salon, qui était déjà fermé. Attaché à ce bouquet de roses, il y avait un petit mot avec un seul mot: pardon. La police a bouclé la zone. Le livreur identifié a affirmé avoir seulement livré les fleurs sans connaître le commanditaire. Ça, je dirais, dans mon ignorance encore une fois, c'est très suspect, non? Pardon. Ici, disons que toutes ces pièces du puzzle qui étaient éparpillées sur la table, tu fais un peu comme ça, n'est-ce pas? Ou pas? Je suis complètement à côté de la plaque? Mince, pardon. Qui aurait pu demander pardon à ce moment-là? Je vais vous le dire, vous êtes sur la même longueur d'onde que moi, les gars, même état d'esprit. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez à un nom. L'enquête a commencé à déterminer si cette demande venait du meurtrier ou si ce n'était qu'une provocation cruelle de quelqu'un. Mais les événements étranges ne se sont pas arrêtés là, d'accord? Peu après l'enterrement, des images de la tombe vandalisée de Valeria ont circulé. Fleurs détruites, objets cassés, non recouverts. Des abonnés ont nettoyé les lieux pour lui rendre hommage. Malgré les promesses officielles et les déclarations publiques, les semaines passaient et personne n'a été arrêté.
La demande de justice ne faisait que grandir. Amis, familles, collectifs de femmes, marches, tous sont descendus dans la rue. En attendant des réponses, les doutes surtout, et tous ne faisaient qu'augmenter. Le 17 mai, un autre nom a attiré l'attention. Viviane Delator, une proche amie de Valéria. Qui devine? C'est la même histoire du cadeau pendant le live, tu te souviens? Reste là, je veux voir ton visage quand mon cadeau arrivera, mec. Une coïncidence vraiment étrange, non? Elle a commencé à être mentionnée dans l'enquête pour une raison précise. Quelques minutes avant d'être assassinée, Valéria a dit en direct que Viviane voulait qu'elle reste et enverrait le cadeau. Après le crime, Viviane a désactivé les commentaires sur ses réseaux sociaux. Et ça, au lieu d'apaiser la situation, évidemment, n'a fait qu'augmenter la méfiance à ce sujet. J'ai fait quelques recherches ici sur Internet et il y a beaucoup de choses. Elle adoptait un comportement insolite, comme porter les mêmes vêtements que Valéria. Les gars, ce monde des influenceurs, bien sûr, sans généraliser, il y a des bonnes et des mauvaises personnes partout, évidemment, mais il y a beaucoup de jalousie là-dedans, d'accord? Beaucoup de pensées sombres, chacun essayant de tirer le tapis sous les pieds de l'autre. Une sacrée jalousie. Ce qui donne parfois l'impression que les gens se détachent un peu de la réalité, tu vois. Et dans ce détachement de la réalité, quand tu regardes de l'extérieur, avec un peu plus de bon sens, les pieds sur terre, tu te dis, mec, certaines personnes me semblent capables de tout pour matérialiser quelque chose d'inexistant juste dans l'esprit de ces personnes. Tu vois, ce monde de fantaisie est immense. Et c'est un truc complexe. Concernant le créateur et le public, ici, c'est un peu particulier. Je ne sais pas. Donc en fait, la sensation que ça donne, c'est que ce décalage peut vraiment être capable de déclencher quelque chose dans la tête de la personne, d'accord? Qui a déjà, bien sûr, une propension soudainement à être un peu à côté de la plaque. C'est très malsain. Cela renvoie une impression de narcissisme et de jalousie, mon caractère, etc. Quand elle a finalement décidé de parler, cette Vivian-là a dit qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'une chose pareille puisse arriver. Elle a expliqué qu'elle avait toujours eu l'habitude d'envoyer des cadeaux à Valéria, aussi bien lorsqu'elle était en direct qu'en dehors des diffusions. Elle a aussi demandé d'arrêter les théories et accusations sans preuve. Il a déclaré que de nombreux propos irresponsables accentuaient la douleur des personnes en deuil. Viviane a affirmé que Valérie, qu'elle appelait Veil, était comme une sœur pour elle, et a dit de façon directe qu'elle ne ferait jamais quoi que ce soit pour lui faire du mal. Mais elle n'a pas été la seule proche visée par les spéculations. En juin, un autre nom a circulé sur les réseaux sociaux. Une ancienne vidéo a refait surface dans laquelle Valérie racontait que, malgré le fait d'avoir économisé une bonne somme d'argent, ce n'était toujours pas suffisant pour ouvrir le salon. C'est pourquoi elle aurait demandé un prêt à son père. À partir de là, des témoignages ont commencé à apparaître disant que le père de la jeune femme serait allé jusqu'à la maison où elle habitait. Il aurait fouillé la maison, cherché de l'argent et des objets de valeur pour se rembourser. L'information a aussi circulé qu'il se disputait les biens restés dans le salon après la mort de sa fille. Je ne sais pas si vous vous souvenez que je parlais de sa biographie au début de la vidéo, que elle a vécu chez ses grands-parents, non? Voilà. Peu de détails existent sur sa relation avec ses parents. Rien de tout cela n'a été confirmé officiellement, et il n'a jamais été prouvé que cet homme ou son ami faisait l'objet d'une enquête du parquet. J'ai commenté, non? Regardez ces choses de près, mec, c'est bizarre. J'ai même eu l'impression, je disais comme ça, mec. Je ne sais même pas si je vais parler de cette affaire ici sur la chaîne, parce que l'enquête est tellement superficielle que tu te dis, mec, c'est pas possible. Je pense que ça n'a pas été divulgué. Je crois que je n'ai pas trouvé d'article qui en parle, parce que mec, c'est à la limite de l'incroyable, non? Bon, le 13 juin, le parquet de Jalisco a indiqué qu'au moins 30 personnes avaient été interrogées. Pourtant, aucune arrestation ni suspect officiel n'était désigné. Le responsable du parquet a indiqué que l'enquête, complexe, demandait du temps, du terrain, l'analyse de vidéos et des expertises techniques. Il a précisé que l'enquête comprenait déjà plusieurs volumes, témoignages et preuves, mais que peu de détails pouvaient alors être divulgués. À la même période, la police a confirmé qu'elle avait identifié le fleuriste, où le bouquet de fleurs accompagné du billet de pardon avait été acheté. Le nom de la personne qui a passé la commande a été obtenu, mais cette personne n'avait pas encore été localisée. Pendant ce temps, la situation devenait incontrôlable. Sur les réseaux sociaux, de faux profils diffusaient de vieilles vidéos de Valéria et d'autres publiaient des vidéos intelligence artificielle où elle prétendait avoir simulé sa mort. Cela augmentait bien sûr la confusion. Dans des interviews ultérieures, les autorités ont affirmé qu'il y avait des avancées dans l'enquête, mais ont souligné que,
Puisqu'il s'agissait d'une affaire sensible et de grandes répercussions, elle ne pouvait pas divulguer d'informations concrètes. Ce que j'ai dit prend tout son sens, non? Ils n'ont rien divulgué jusqu'à présent, deux hypothèses de rester en concurrence. Le ministère public pensait que Valeria avait été tuée par un tueur à gages. Sérieusement? D'après cette théorie, le tireur a vérifié l'identité de la victime inconnue avant de tirer. La deuxième hypothèse, soutenue par une partie de la presse et par de nombreux internautes, évoquait un possible lien avec le trafic de drogue. Quoi qu'il en soit, les gars, trafic de drogue, inimitié, personne envieuse ou règlement de dette. Ça a été commandité. C'est un peu élémentaire, non mince. Ce que je sais, les gars, c'est qu'il semble que le lien le plus important de cette affaire n'a pas été pris en compte ou, si c'est le cas, il n'a pas été divulgué. Pendant ce temps, l'affaire a été comparée à d'autres assassinats d'influenceurs au Mexique. Ce n'est pas le seul. À Jalisco, un crime récent filmé impliquait aussi Carla Bañuelos. Le suspect Kelvin est en fuite. Des cas semblables émergent aussi à l'étranger comme en Colombie. Peu après, une jeune créatrice de contenu a été tuée par un homme se faisant passer pour un livreur. Elle avait accusé son ex-compagnon de violence domestique des années plus tôt, et la décision de justice était tombée la veille du crime. Les similitudes suggèrent que Valeria aurait pu être assassinée sur commande, peut-être à cause d'une ancienne relation. Au final, il ne reste que des questions, n'est-ce pas? C'est Erika. Elle a été la dernière personne à apparaître dans le direct. C'est elle qui a coupé la transmission. D'après ce qui a été dit après les coups de feu, c'est Viviane qui a insisté pour que Valeria reste dans le salon. C'est elle qui a évoqué les cadeaux et demandé à Valeria de patienter. Est-ce que ça prouve quelque chose? Non. On ne peut pas non plus dire que c'est un détail sans importance, non? Parce que lorsqu'un crime se produit de cette manière, en direct, planifié, exécuté avec sang-froid, le minimum qu'on attend, c'est que chaque attitude des personnes les plus proches soit analysée avec une rigueur absolue. N'est-ce pas? Et cela ne semble pas avoir été le cas. Si cela s'est produit, je le répète, je ne l'ai pas vu. N'oubliez pas qu'elle semblait aussi avoir peur, vous vous souvenez. Peur de qui? Il se passait quelque chose, et il semble qu'elle seule le savait, non? Si la théorie du cartel est vraie, la réalité est dure, mais peu de chances d'arrestation sont minimes. Des affaires comme celle-ci finissent généralement en queue de poisson, dans le silence classé sans suite, dans l'impunité. Mais et si ce n'était pas le cartel? S'il y avait quelqu'un de proche et impliqué, directement ou indirectement, alors le manque d'approfondissement des comportements est, au minimum, insolite, n'est-ce pas? Parce qu'il ne s'agit pas d'accuser quelqu'un sans preuve, il s'agit d'enquêter sans crainte d'accepter trop de coïncidences dans un crime loin d'être aléatoire. Valeria a prévenu qu'elle avait peur et que quelque chose n'allait pas. Elle va vérifier, non? Même ainsi, aujourd'hui, des mois après le crime, il n'y a toujours pas de réponse, seulement des versions. Alors que les autorités avancent des hypothèses, subsiste le sentiment qu'il y a eu des défaillances avant, pendant et surtout après. Mais sans réponse officielle, quelles pistes ou hypothèses parmi celles évoquées ici suivriez-vous? Merci pour votre compagnie. Laissez un commentaire, même un emoji, et abonnez-vous. Bisous du roux. À la prochaine.